le plaisir maintenant d'accueillir Bruno Lina, qui est venu de Lyon, et qui va nous dire comment ce virus provoque la maladie. Bruno, c'est à vous. Alors, ce que l'on sait sur ce virus, ce que je peux vous expliquer sur ce virus, finalement, c'est un certain nombre de choses. Premièrement, il sort d'un réservoir animal. C'est l'ancêtre de ce virus, c'est un virus qui vient d'une chauve-souris, et on le sait parce que quand on a fait des comparaisons de séquences génétiques entre des virus de chauve-souris, qui sont des coronavirus qui circulent de façon abondante chez ces animaux, et ce fameux SARS-CoV-2, il y a une homologie de séquences extrêmement élevée. Et ce coronavirus, malgré tout, il présente quelques petites nuances, qui sont des nuances importantes, qui sont celles justement qui sont portées par la séquence de la protéine Spike, qui interagit avec le récepteur. Et cette séquence-là, elle est différente entre le virus de la chauve-souris et le virus de l'homme. Ce qui signifie que, quelque part, dans la construction du virus, il y a probablement eu une évolution entre ce virus de chauve-souris et le virus humain. Pour cette évolution, il avait été proposé à un moment donné que ça se passe chez le pangolin. Et au bout du compte, pour l'instant, il est plutôt innocentée, le pangolin, puisqu'on n'a jamais réussi à trouver chez cet animal le virus qui ressemble à celui qui est chez l'homme. Mais il y a eu une évolution et on n'a pas trouvé cet hôte intermédiaire en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que finalement, quand il est sorti du réservoir animal et qu'il a donné les premiers cas, c'est le deuxième point, ce virus, il est parfaitement adapté à l'homme. Et il se transfère très bien d'un individu à l'autre parce qu'il a cette capacité de se multiplier dans les voies aériennes supérieures. Et cette capacité, elle est vraiment très importante dans la dynamique épidémique. Et quand on regarde les autres coronavirus, qui eux aussi sont sortis de la chauve-souris, et on parle du SARS en 2003 et du MERS en 2012, on a trouvé pour ces virus, les animaux intermédiaires qui ont permis la transmission à l'homme. C'est respectivement la civette pour le SARS et le dromadaire pour le MERS. Par contre, on n'a pas eu cette évolution qui a permis à ces virus de devenir transmissibles rapidement de l'homme à l'homme parce que jamais ces deux virus-là sont réussis à s'adapter à nos voies aériennes supérieures. Donc on voit que le coronavirus du SARS-CoV-2, finalement, il a eu une étape d'adaptation supplémentaire qui a permis sa transmission interhumaine. Et donc il se comporte comme un virus pandémique. Et jusqu'à présent, on avait toujours réfléchi sur les virus pandémiques respiratoires comme n'étant que les virus influenza. Eh bien on voit que les coronavirus sont capables de le faire. Or, si on revient un petit peu en arrière et qu'on fait ce qu'on peut appeler de l'archéovirologie en quelque sorte, eh bien, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que ce phénomène d'introduction d'un coronavirus chez l'homme, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et il est très probable, quand on regarde un petit peu l'horloge génétique d'un certain nombre de nos coronavirus humains, que certains d'entre eux sont rentrés dans l'homme au XIXe siècle, au cours probablement d'un phénomène pandémique. Et aujourd'hui, il y a une question qui se pose dans le monde scientifique, c'est on avait attribué en 1889-1890 une pandémie qui était investiguée avec les moyens qu'il y avait à l'époque comme étant une pandémie influenza. Si ça se trouve, c'était une pandémie à coronavirus. Donc on va essayer d'explorer ça pour savoir si ce n'est pas à cette occasion qu'un des coronavirus saisonniers qui est chez nous maintenant, qui circule de façon abondante, qui donne le rhume de l'enfant, qui est un virus relativement bénin, eh bien peut-être que c'est un virus post-pandémique et qui s'est stabilisé chez nous, comme probablement le SARS-CoV-2 va le faire. Alors ces virus, ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que c'est des très gros virus, mais qui sont très stables. Ils varient assez peu. Et lorsque l'on regarde un tout petit peu la dynamique évolutive de ces virus et qu'on la compare aux autres virus respiratoires, comme notamment le virus influenza, mais c'est vrai pour d'autres aussi, on a intrinsèquement l'habitude de dire ces virus ARN, ils mutent tout le temps. Et bien lui, il ne mute pas parce qu'en fait, il mute peu, très peu, parce qu'en fait, il a un système qui corrige les erreurs quand il introduit une erreur lorsqu'il réplique son génome. Quand il est dans la cellule, il fabrique des tas et des tas de génomes, et si jamais il y a une erreur, elle est corrigée. Et ça entraîne une très grande stabilité, au moins sur la réplication de ces virus, et à un tel point que, pour vous donner une idée, juste de comprendre, on a une horloge moléculaire de l'évolution de ce virus. Cette horloge moléculaire, elle nous explique que sur un génome qui a une taille de 30 000 nucléotides. Alors, on va pas parler comme ça, on va dire, vous avez 300 pages, sur chaque page, il y a 100 lettres, d'accord ? Eh bien, chaque mois,
2 lettres sur l'ensemble du livre sont capables de changer. C'est ça la possibilité évolutive que l'on observe actuellement sur ces virus. On voit donc qu'il y a une très grande stabilité. Cette stabilité n'empêche pas que de temps en temps, il s'intègre des substitutions, c'est-à-dire des modifications. Et il y en a 2 qui nous ont particulièrement intéressés, qui surviennent justement dans cette fameuse protéine spike et qui ont probablement amélioré un tout petit peu la capacité de diffusion du virus et peut-être aussi son antigénicité, c'est-à-dire la capacité de développer des anticorps. Donc on voit que ça peut être un atout pour nous, en tout cas en termes de réponse immunitaire. Donc tous ces éléments nous donnent beaucoup de choses robustes sur la connaissance du virus, sur ce qu'il est capable de faire, sur ce qu'il ne fait pas. Mais l'infection virale, c'est une relation entre l'hôte et le virus. Et ce que l'on est en train d'apprendre encore au fil du temps, c'est que ce virus, certes, il infecte les voies aériennes supérieures et inférieures. Certes, il se transmet très bien par voie aérienne, mais il est aussi capable d'impacter d'autres organes à l'intérieur du corps humain. Et on sait qu'on observe régulièrement des atteintes pulmonaires profondes, mais aussi parfois des atteintes rénales, des atteintes cardiaques, des atteintes neurologiques aiguës. Et ce que l'on voit, et peut-être d'autres encore, et des atteintes cutanées aussi, et il y a un primum movens, il y a quelque chose qu'on retrouve à peu près systématiquement dans ces infections de ces organes, c'est que finalement, ces organes sont vascularisés par des capillaires. Ces capillaires sont couverts de cellules endothéliales, qui sont les cellules des capillaires. Or, ces cellules s'infectent avec le virus, avec le coronavirus. Donc, c'est probablement lié, pour partie, à la destruction de ces capillaires par le coronavirus qui entraîne ces lésions. Alors, on les observe, ces lésions parfois aiguës, qui guérissent, mais il y a un autre pan de la pathogénèse que l'on est en train de comprendre, c'est les atteintes chroniques. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quand on a une expérience de 9 mois sur un pathogène, développer des théories sur les atteintes chroniques à 5 ans ou 10 ans, c'est impossible. Donc on est aujourd'hui dans un moment d'observation, en quelque sorte, où on va essayer de comprendre si ce virus est capable de donner des pathologies à long terme, et on évoque des pathologies neurologiques. On voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont désorientées après avoir eu cette infection, des pathologies cardiaques ou des pathologies pulmonaires à type de lésions chroniques. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on a. 1, ce virus, on sait d'où il vient. 2, on connaît sa stabilité, mais malgré tout, on sait qu'il est capable d'évoluer. Et il y a des mécanismes d'évolution qui pourront être abordés par recombinaison génétique, qui était peut-être l'événement fondateur de ce virus, qui peut survenir encore. Et sur le pouvoir pathogène, on a encore terriblement de choses à apprendre. Merci beaucoup, Bruno Lina. Merci pour la clarté de votre propos.